En juillet 2021, la Commission européenne a proposé sa feuille de route pour réduire les émissions de gaz à effet de serre de 55% au cours de la prochaine décennie. Le plan Fit for 55 concerne de nombreux secteurs économiques, bien sûr, mais l'automobile est en première ligne avec une décision phare, la fin de vente des véhicules thermiques en 2035 en Europe. Depuis, le Parlement européen puis le Conseil européen ont appuyé cette décision en donnant un go définitif pour le véhicule électrique, ses infrastructures de bornes de recharge, la production de ses batteries et le mécanisme de taxe carbone aux frontières censé protéger les industriels. L'urgence climatique est bien réelle. L'été caniculaire que nous venons de vivre en est une nouvelle preuve, mais ces décisions vont littéralement bouleverser la filière amont et aval du secteur, et ce, bien avant que vienne s'ajouter la crise énergétique aggravée par l'invasion de l'Ukraine par la Russie. Ce sont ces piliers justement du paquet climat dont nous allons discuter lors de cette nouvelle émission du Club Trajectoire Durable, organisée bien sûr par Mobiliance et le Journal de l'Automobile. Pour débattre de ce sujet, nous avons 4 invités de choix. Francis Bartholomé, président national de Mobiliance. Bonjour. Marc Mortureux, directeur général de la plateforme de l'automobile. Bonjour. Huguette Thiénat, député Renaissance du Lot. Et Laurent Petitson, directeur général d'Alix Partners. Merci à tous, bien évidemment, d'être présents pour une question qui s'avère assez simple. Comment les acteurs de l'automobile et de la mobilité s'organisent pour répondre à ces transformations et quelles sont les solutions pour répondre au double enjeu qui s'impose à nous tous, tant d'impératif environnemental que d'acceptabilité sociale. Alors Marc Mortureux, j'avais une première question pour vous tout de suite. Dans quel état se trouve la filière et l'industrie automobile en cette rentrée, sachant que la pénurie des semi-conducteurs n'est pas encore complètement terminée? Oui, tout à fait. Cette transformation de fond qu'on doit faire s'inscrit dans une période qui est particulièrement difficile sur le plan, je dirais, conjoncturel, parce que cette année 2022, on va avoir encore un marché automobile encore plus bas que les 2 dernières années, qui étaient déjà des niveaux historiquement bas à cause du Covid d'abord et ensuite des semi-conducteurs. Alors, ce n'est pas lié à la demande. Les carnets de commandes restent élevés, même si les prises de commandes commencent à fléchir, mais les carnets de commandes restent élevés. C'est vraiment un problème d'offre aujourd'hui. On a eu un peu de mieux en août et début septembre, mais de nouveau, on a depuis mi-septembre un certain nombre d'annulations de commandes pour des problèmes de pénurie de semi-conducteurs. Donc on a encore des incertitudes. Et puis par ailleurs, on a ce sujet de la crise de l'énergie avec des surcoûts absolument considérables. Et pour des industries comme forge, fonderie, les traitements de surface, les traitements thermiques qui nécessitent beaucoup d'énergie, l'impact des surcoûts énergétiques vont être considérables. Donc on est, d'ici la fin de l'année, probablement dans une période qui va être encore difficile. Le retard, on a à peu près 155 000 véhicules de retard au niveau du marché à fin août, ne va pas être complètement rattrapé. On va rester sur des niveaux quand même véritablement bas. Et donc, on est dans un contexte qui est réellement difficile au moment où on doit fortement investir pour réussir la transition. Donc pour l'industrie, effectivement, grosse phase de mutation aggravée par un problème de production actuellement. Du côté des services, Francis Bartholomé, comment ça se passe et comment s'est passé le début de l'année jusque fin août de l'année 2022 ? Il est clair qu'on est dans la suite logique et des conséquences de l'industrie. Nous sommes une filière, donc inévitablement aujourd'hui le plan qui est le nôtre, celui des livraisons des voitures, le portefeuille comme on le dit, est excellent, pratiquement pour toutes les marques. Le vrai sujet, c'est les délais à lesquels effectivement on va être capable de donner une réponse à nos clients. Et comme le disait Marc à l'instant, il y a des bonnes nouvelles de temps en temps sur les semi-conducteurs, mais de temps en temps, il y a encore des mauvaises. Donc on ne sait pas trop. Vous savez, pour un industriel, mais surtout aussi pour nous, le vrai sujet, ce n'est pas la difficulté d'une période, c'est de savoir effectivement quand est-ce qu'on s'en sort. Quand on est investisseur, c'est si on a un bout, et là, la difficulté, c'est qu'on ne l'a pas. Donc inévitablement, les conséquences pour nous, il y a des positives puisque nous n'avons plus de stock. Ça veut dire effectivement que nos comptes de bilan sont extrêmement meilleurs puisque nous ne portons plus les stocks que nous avions. Nos fonds propres, effectivement, sont effectivement plutôt en bon état, je dirais, par rapport à ce que nous avons besoin. Par contre, les conséquences, c'est que nos comptes de résultats, évidemment, ne seront pas très bons. Alors, si je quitte un petit peu les agents et les concessionnaires et l'ensemble des vendeurs, si je me mets dans la filière aval, donc vraiment les réparateurs, les agents, les carrossiers, on va dire que les conséquences, pour l'instant, elles sont plutôt absentes. Le marché est plutôt bon. Le marché de l'après-vente se porte bien. En plus de ça, on y voit un petit peu d'avenir, puisque les
les gens ne renouvellent pas leur voiture, elles vieillissent. Donc, inévitablement, quand vous vieillissez, la voiture, elle fatigue un petit peu. Donc, on n'a pas de conséquences sur les sujets. On a même du dépannage remorquage qui ne marche pas trop mal parce que les voitures tombent plus souvent en panne. On a deux métiers vraiment sur lesquels on est obligé de parler, c'est les loueurs qui ont vraiment fondamentalement changé leur stratégie parce que c'est très compliqué. Bien sûr, on rappelle qu'ils ont manqué cruellement de voitures, forcément. Est-ce qu'ils auront les voitures? Il y a un vrai problème là sur le 1,5 million de voitures à produire dans les années à venir. Et puis un autre métier qui était compliqué pour nous, c'est les stations d'essence, l'ensemble des distributeurs de carburant qui effectivement là ont de véritables problèmes, à la fois sur le quantitatif, mais aussi sur l'avenir. Donc ces métiers-là sont quand même en grosse difficulté. Alors, je me tourne vers vous, Laurent Petitson, vous êtes l'expert, j'allais dire, de cette séance. On a vu qu'en France, le marché à 1,5 million, s'il se termine cette année à 1,5 million, on peut s'estimer presque heureux. En Europe, c'est pareil, la crise, elle est évidemment européenne. On annonce environ 12 millions d'unités cette année sur le sol européen, contre plus de 16. Je rappelle quand même les chiffres d'avant Covid, c'est quand même assez incroyable de perdre 4 millions de voitures quand même en moins de 3 ans. L'automobile, c'est le seul secteur en fait dont le niveau d'activité s'est considérablement dégradé au cours des 3 dernières années et en fait n'est pas revenu à un niveau d'activité classique. Est-ce que vous voyez un retour quand même normal des ventes d'une part et puis de la production bien évidemment? Est-ce que c'est possible, c'est envisageable aujourd'hui? On pense plutôt que non. Donc, ça, c'est la bonne nouvelle. On sera probablement en dessous des ventes pré-Covid, même à la fin de la décennie. La bonne nouvelle, c'est que la production devrait avoir un rattrapage. C'est-à-dire quand on sortira des pénuries, peut-être vers 2024, fin 2023, 2024, il y aura un rattrapage, il faudra reconstituer les stocks. Donc ça, oui, la production va réaugmenter temporairement, mais on pense qu'on va rester en dessous des niveaux de 2019. À cause de l'augmentation des prix, tout simplement, des véhicules, donc des véhicules classiques avec l'inflation et des véhicules électriques qui sont plus chers. Donc l'élasticité fait que probablement il y aura moins de ventes. Les prix resteront peut-être plus élevés, les marges aussi parfois, pour les constructeurs en particulier. Mais les volumes devraient rester en dessous des chiffres pré-Covid. Alors, on va parler des prix, parce que c'est un gros sujet, justement, du véhicule électrique. Mais j'avais quand même une petite question, Marc. On est en plein trilogue européen en ce moment, c'est-à-dire que la Commission, le Parlement et le Conseil européen doivent prendre position sur un texte définitif, justement, du paquet climat. Est-ce que c'est possible que ce trilogue, justement, permette certains ajustements au regard du contexte géopolitique et puis du contexte énergétique aussi ? Alors, le Parlement européen et le Conseil européen se sont prononcés fin juin. D'ailleurs, à une époque où on connaissait déjà un peu toutes les turbulences, les conséquences de la guerre en Ukraine. Et malgré tout, ces institutions, à cette époque, au mois de juin, ont confirmé cette volonté de bannir totalement en Europe tout ce qui n'est pas 100% électrique. Aujourd'hui, effectivement, on a le trilogue, c'est-à-dire par rapport aux 3 positions de la Commission européenne, du Parlement européen et du Conseil européen, il y a un travail un peu de compromis pour trouver sur les points de divergence quel va être l'accord. Objectivement, ce que l'on pense, c'est que les marges de discussion sont extrêmement limitées puisque les 3 positions des 3 institutions étaient très proches. Et en particulier sur cette question du ban en 2035, le seul élément de discussion, mais qui est véritablement assez ténu, c'est la question d'autoriser au-delà de 2035, pas seulement les véhicules 100% électriques, donc à batterie ou à hydrogène avec une pile à combustible, mais éventuellement des véhicules thermiques qui fonctionneraient avec un carburant qui serait intégralement décarboné, qui est vraiment une toute petite ouverture. On ne sait pas à ce stade si ça sera explicitement abordé dans la décision finale du trilogue ou si ça sera renvoyé à une clause de revoyure en 2026 ou 2027. Prévu, voilà. Mais globalement, pour nous, la décision a été confirmée malgré toutes les questions qu'on se pose. Et je dirais, malgré ce contexte actuel où tous les jours on entend dire qu'on va manquer d'électricité, et en tout cas on en voit concrètement les conséquences en termes de tarifs, qui, pour les particuliers, sont relativement protégés par une augmentation qui est limitée à 15% pour l'année prochaine. Mais pour les infrastructures de recharge, par exemple, qui passent par des logiques d'entreprise, on risque d'avoir des augmentations de tarifs qui peuvent être beaucoup plus importantes.
Alors justement, Huguette Tiénov, vous êtes notre témoin politique, j'allais dire, aujourd'hui. Vous êtes député du Lot, je le disais, député Renaissance, mais vous êtes aussi, et surtout, c'est la raison de votre présence aujourd'hui, co-auteur d'un rapport que vous aviez rédigé en 2019 sur justement la fin de vente des véhicules thermiques, mais cette fois c'était en 2040 puisque c'était pour la loi climat et résilience française. Donc l'Union européenne, effectivement, et la Commission ont décidé d'aller au-delà de cette date, mais c'était déjà compliqué. Si je lisais bien votre rapport, c'était déjà difficile à cette époque d'imaginer une fin de vente en 2040. Comment ça va se passer en 2035, compte tenu du contexte que nous venons d'évoquer? Oui, effectivement, le rapport qu'on avait réalisé en 2019 avec les collègues sénateurs Stéphane Piednoir, c'était justement qu'on mettait fin aux véhicules thermiques à horizon 2040. Il faut savoir qu'à l'époque, on avait fait une étude prospective. Donc, l'OPEX le permet. On avait associé le CIA de Grenoble pour faire la partie prospective et on avait beaucoup travaillé avec les acteurs de l'automobile, notamment les constructeurs d'automobiles, parce que derrière tout cela, il y a la science, il y a des innovations qui sont en train de se développer. Donc, nous, on a trouvé un juste milieu de dire, puisqu'en France, nous avons des producteurs d'automobiles, ce qui n'est pas le cas de certains pays comme la Norvège, il faut laisser le temps de faire la transition, le temps de la recherche, le temps de la transformation des territoires, parce qu'il y a des salariés derrière aussi. Et c'est pour ça qu'on avait mis en place 3 scénarios. Un scénario médian qui correspond à ce qui se passe aujourd'hui, un scénario électrique qui correspond un peu, on va dire, à la logique française, puisque notre énergie est basée sur le nucléaire, et un 3e scénario qui était le scénario hydrogène, et pour lequel on incitait l'État à être leader, en tout cas que la France soit leader sur ce sujet, puisque on sait pertinemment qu'on a perdu la bataille pour le solaire. Donc l'idée, en gros, c'était cela. Et après, il y a eu les travaux européens, puisque l'Europe aussi a décidé, à travers son budget vert, d'accélérer la transition écologique. Et la question de 2035 s'est posée quand on faisait la loi climat et résilience. Ma position a toujours été de dire on ne peut pas rapprocher les délais de recherche. Ou alors, je ne sais pas ce qu'on va sortir à ce moment-là. Donc, ce qui fait qu'à l'Assemblée, on a quand même accepté le délai de 2035, mais en disant que c'est un point d'étape. Et la cible restant toujours 2040. Aujourd'hui, avec le Fit for 55 de l'Europe, ils mettent un objectif de 55% d'ici 2030. Et j'ai vu aussi que ça permettra de réévaluer où est-ce qu'on en est en Europe. Ce n'est pas une date d'arrêt brutal. Donc, je pense que ce n'est pas mauvais au fond. Ça permettra de réévaluer où est-ce qu'on en est, d'autant qu'on est en train de traverser beaucoup de crises. La crise énergétique pour laquelle on veut nationaliser EDF. Donc, il faut voir les conséquences de tout ça. Et ce qui est important en dernier, c'est que les scénarios étaient basés aussi sur 50% de nucléaire en 2050. Aujourd'hui, avec la nouvelle donne, bien sûr qu'il faut qu'on revoie un peu ce que quel effet ça aura, mais je pense que le rapport reste toujours dans la bonne cible. Et la position de la France, justement, dans ce trilogue, ce sera quoi, en fait, aujourd'hui? Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu comment va se prononcer le ministre français sur cette clause de revoyure, peut-être, sur le fait d'intégrer peut-être ou pas des hybrides rechargeables? Est-ce que vous pensez que la France peut infléchir sa position? Alors, je pense que la France, aujourd'hui, elle est un peu le chef de file sur tout ce qui est lié à la transition écologique parce qu'on est un peu en avance sur certaines choses. Mais je pense que la position du ministre sera en tout cas une position bien étudiée parce que j'ai rappelé tout à l'heure que nous, on avait des constructeurs et qu'il faut tenir compte de tout ça, de cette transformation des territoires et que comme on va nationaliser l'énergie, tout en sachant qu'on veut aussi sortir en même temps de tout ce qui est gaz, puisqu'on dépend de tout ça. Je pense que cette position sera expliquée. Mais je crois profondément que nous avons tous intérêt à accélérer la transition écologique, mais il faudra juste veiller à ce que nos territoires ne souffrent pas
parce qu'on veut aller plus vite qu'on ne peut y aller. Bien sûr. Donc on verra bien si cette clause de revoyure est préservée, si on peut parler de carburant synthétique ou pas, d'hybride rechargeable. Mais en attendant, il y a une chose qui est claire, c'est que le prix des véhicules électriques, on l'évoquait tout à l'heure, est beaucoup plus supérieur en fait à celui d'un véhicule thermique, environ 40% en moyenne. Alors du coup, la question du pouvoir d'achat des Français qui revient sur le tapis en cette rentrée rend compliqué et encore plus central le prix des véhicules électriques. Comment on arrive à concilier justement cette décision avec la notion d'acceptabilité sociale, j'allais dire, du prix d'un véhicule électrique? Permettez-moi de dire quelque chose quand même sur la position de Mobiliance depuis quand même quelques années. On a toujours plaidé, nous, pour qu'il y ait, grosso modo, un peu de place pour tout le monde, que le 100% électrique à marche forcée n'était pas une solution immédiate. Personne n'a contesté le fait d'un 2050, de carboner. Tout le monde est fait d'accord, on est tous écologiques, on voit bien ce qui se passe. Mais les conséquences économiques et sociales étaient déjà prévisibles dans un mauvais sens. Quand on rajoute un peu ce qui se passe aujourd'hui avec le coût de l'énergie, on s'aperçoit qu'on risque d'aller quand même dans une impasse. Ça, c'est le point qu'il faut quand même bien rappeler. Maintenant, je rejoins ce que disait Marc, c'est que, à mon avis, on n'en reviendra pas en arrière. Monsieur l'a dit, je ne vois pas comment on pourrait revenir en arrière. Un industriel, il ne change pas ses plans tous les 3 ans. Ils ont décidé, à contre-cœur pour certains, d'y aller à marche forcée, mais ils y sont partis. Donc, on ne revient pas en arrière. Le 2028, qui est la clause de revoyure, à mon avis, c'est pour se faire plaisir au niveau du gouvernement, mais ça servira strictement à rien. C'est juste pour donner une bonne Voilà, conscience. ça c'est clair. Revenez en arrière en 2028, alors que d'ici là, nos industriels se seront très probablement désengagés, parce que de toute façon, là, ça n'a pas de les constructeurs sens. ont décidé, de toute façon, voilà. le choix est fait. Donc ça serait véritablement très Catastrophe. Problématique pour l'industrie, c'est clair. Oui, c'est impossible de toute façon de revenir en arrière aujourd'hui. Plus de la moitié des budgets d'engineering des constructeurs sont sur l'électrique aujourd'hui. Bien sûr, Donc c'est très normal. difficile de Et revenir. on peut rajouter qu'avec le plan France Relance, il y a eu des investissements aussi de la part de l'État dans les entreprises, justement pour accélérer les technologies innovantes. Et c'est le cas d'ailleurs dans le PLF, il y a ce qu'on appelle France 2030. Donc on va voter un budget pour tout cela. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les acteurs ont amorcé la transition. Il faut que l'État vienne en soutien et on devrait y arriver. En même temps, le plan France Relance 2030, le budget a baissé, je crois. J'ai regardé le PLF justement qui a été publié hier et je crois qu'il y a 1 milliard de moins par rapport au budget qui était prévu. Donc, c'est pas un super signal quand même. Avec juste quand même, il faut reconnaître qu'une des difficultés qu'on a, c'est que la crise de l'énergie, c'est un vrai sujet pour la compétitivité de l'industrie européenne, quoi. Et que par rapport à ça, puisqu'on a vraiment des activités qui sont assez énergivores, et notamment les nouvelles chaînes de valeur vers l'électrique, et notamment par exemple les projets de batteries hautes, c'est très consommateur d'énergie. Donc c'est un vrai sujet qui percute un peu cette volonté d'aller vers l'électrique qu'il faut qu'on arrive à prendre en compte, quoi, parce que de toute façon, il faut y arriver. Oui, Francis? Oui, parce que la question que vous m'avez posée était assez simple. C'est on en est sur le prix des voitures électriques et les conséquences par rapport à. C'est environ 40%, Laurent Petit, vous confirmez? Oui, tout à fait, environ 40%. C'est environ 40%. 23 000 si on compare deux véhicules. Donc on voit bien que là, si même on avance fortement pour l'industrie, si même on avance comme vous le dites, il faudra peut-être qu'il y ait des acheteurs de voitures. Parce que si on ne vend pas les voitures à un certain temps donné et que plus personne n'en veut, il y aura un sujet. Alors, tout le monde veut de la voiture électrique, ça ne pose de problème à personne. C'est vrai. On ne va pas rentrer dans des sujets d'autonomie. Non, on va dire que c'est le vrai sujet, il faut y avancer. Maintenant, il y a un problème de prix. On est concessionnaire, on voit bien un peu ce qui se passe. Aujourd'hui, le pouvoir d'achat des Français ne permet pas à de grandes catégories d'entre eux d'acheter une voiture électrique. Ce n'est pas possible. Alors, inévitablement, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est revenir peut-être à des plans aussi simples que la prime à la conversion, éventuellement, qui a joué. Les bonus, sur lesquels, à mon avis, mais il faudra y agir, non pas pour la poignée de cerises qui va permettre de penser qu'on fait quelque chose. Il y a un véritable sujet par rapport à ça. Et puis après, on verra bien toutes les possibilités. Mais une voiture électrique, aujourd'hui, si quelqu'un veut y accéder, c'est entre 30 et 35 000 euros pour les premières. Donc, c'est quand même des prix, à mon avis, extrêmement importants. Il n'y a pas de pouvoir d'achat par rapport à ça. Alors nous, ce qu'on préconise un petit peu quand même, c'est de prendre un petit peu de recul nécessaire. C'est-à-dire qu'il faut peut-être que dans la prime à la conversion, on garde peut-être les voitures, les catégories 1, par exemple, les VO récentes, qu'on garde la possibilité, parce qu'en définitive, qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ?
c'est bien améliorer l'état d'un parc roulant du point de vue énergie, le rendre plus propre. Si les gens ne changent pas de voiture, ils rouleront avec leur voiture ancienne de plus en plus longtemps. Donc ça salira le parc en plus. Donc il y a des vrais sujets. Le parc, il a déjà 11 ans d'âge en fait. Hein. Il a déjà 11 ans d'âge. Donc alors après, il y a peut-être d'autres possibilités. On verra peut-être sur les sujets comment trouver des solutions demain pour vendre des voitures électriques, mais je pense qu'il y aura une question sur le sujet. On va en parler, mais Laurent avait effectivement une remarque. Il y a une vraie question d'accessibilité à la mobilité dans le nouveau monde, en fait, électrique. Mais il y a quand même des solutions technologiques. Il y a les batteries LFP, par exemple. Il y a aussi de faire des véhicules avec moins d'autonomie, avec des moins grosses batteries, et d'ailleurs moins lourdes au passage. Hein. Donc, ces solutions ont besoin d'être explorées pour résoudre ce problème, puisqu'effectivement, on ne peut pas dire aux gens vous allez acheter que des véhicules d'occasion pendant les 20 ans qui viennent, parce que le parc ne pourra pas vieillir beaucoup plus. Hein. Alors, sur l'achat d'un véhicule électrique, en fait, ce qui était intéressant, c'était une promesse du président Macron pendant la campagne électorale, c'était une question de leasing social, en fait. Est-ce que cette question du leasing social a été abordée et est-elle expliquée, en tout cas, dans le projet de loi de finances qui a été présenté il y a quelques jours? Et comment rendre possible ce leasing social et cette accessibilité? Je rappelle que c'était une voiture électrique, 100 € par mois. Comment on fait ça, en fait, aujourd'hui, concrètement? Alors, dans la loi de finances, la mesure, elle est prévue. Et comment on le fait concrètement? Ça veut dire qu'il va y avoir un partenariat avec, soit avec les concessionnaires pour lesquels, lors de l'achat du véhicule, la somme elle est prise en compte, ou alors peut-être sous forme de la prime Rénov' qui fait qu'on envoie les chèques aux citoyens. En fait, sur ce modèle-là, ça peut être intéressant parce que comme ça, on n'oublie personne, puisqu'on a une partie de notre population qui est dans une situation de précarité qui fait qu'ils ne font plus les démarches. Voilà. Donc, peut-être quelque chose qui permet, sous forme de prélèvement à la source, qui permet en tout cas d'inciter les gens à bénéficier de cette mesure. Mais là où vous avez raison aussi, c'est de dire que ce n'est pas tout le prix de leasing qui est pris en charge. Mais c'est vrai que les 100 €, c'est au moins peut-être la moitié ou plus du leasing pour certains véhicules comme Zoé. Bien sûr. Voilà. Mais c'est vrai que si on augmente en gamme, bien sûr, c'est voilà, c'est pas suffisant. Et à côté de ça, il y a aussi d'autres formes de mobilité qui se développent. Les vélos électriques, pour lesquels, quand on est en ville, en métropole, on peut facilement se déplacer avec. Ça fait partie des solutions. Il y a aussi l'investissement dans le ferroviaire qui vient en complément. Au-delà de tout le problème de désuétude de certaines voies qu'on a, il y a des investissements en termes d'infrastructures ferroviaires qui sont aujourd'hui lancés et qui permettent en tout cas, ou qui permettront aux citoyens d'avoir des mobilités complémentaires jusqu'à ce qu'on arrive à mettre en place ce qu'on appelle les 11 projets de trains à hydrogène qui sont développés avec les régions. D'accord. Bon, on va rester encore un petit peu sur la voiture. Francis Bartholomé, vous êtes d'accord, vous, pour participer à cette... Sur le leasing social, je crois qu'il faut être assez réaliste. Alors, d'abord, Mobiliance, on a travaillé, on a fait des propositions avec le gouvernement. Donc, pourquoi? Parce qu'on considère qu'on ne peut pas exclure, vous l'avez dit les uns ou les autres, une quantité importante de Français de la voiture électrique. Donc, de toute façon, ce n'est pas une panacée, mais c'est au moins peut-être la possibilité d'en faire revenir quelques-uns. La deuxième chose, si c'est 100 € le leasing mensuel, ça veut dire qu'il vous faudra au moins 10, 12 ans, 13 ans, 14 ans pour pouvoir accéder à une voiture qui ne soit pas encore une voiture trop chère. Parce que si vous faites les comptes arithmétiques, vous apercevez qu'aujourd'hui rentrerait dans ce leasing social une voiture qui s'appelle la Sandero électrique, je ne sais pas comment on l'appelait. La Spring électrique. Excusez-moi, je ne vends pas de Renault, donc ne m'en voulez pas. Mais ça veut dire qu'elle est quand même fabriquée complètement en Chine. Alors, on peut peut-être se poser aussi la question si on n'arrête pas de financer les Chinois, parce que là, ça commence à... On va avoir le salon de Pékin à Paris, déjà, et après, on va avoir on va déjà commencer avec le mondial, des springs dans toutes les rues. Alors, moi, je pense qu'il faut quand même se poser les questions par rapport à ça. Maintenant, sur le sujet, on est tout à fait d'accord. À mon avis, il y a deux solutions, quand même, dans ce leasing social. Réintégrer les critères 1 et les occasions récentes, sinon on n'y arrivera jamais, c'est même pas la peine d'y penser. Et puis d'ouvrir un tout petit peu peut-être au niveau fiscal à notre troisième décile, c'est-à-dire au moins ceux qui présentent 18 000 € de revenus, sinon ça sera un échec. Donc voilà ce que je pense par rapport à ça. Il faut le faire.
Maintenant, ça va coûter, d'après ce que j'ai compris, 30 millions l'année prochaine si on le met au budget pour très peu de voitures. Donc, on ne fera pas des miracles avec 100 000 voitures, quoi. Non, c'est 100 000 voitures par an, hein, visiblement, jusqu'à la fin du quinquennat. Hein, c'est ce qui a été prévu, oui, je crois. Ça, si on y arrive... avec une phase, je crois, plutôt expérimentale en 2023. D'accord. En fait, la difficulté aujourd'hui, enfin, je partage tout à fait ce que dit Francis Barthellemé, c'est-à-dire on ne peut que partager le fait qu'une des difficultés du véhicule électrique, c'est son accessibilité. Donc, je veux dire, l'idée de leasing, c'est très bien. 100 €, c'est clair que dans l'état actuel des choses, par rapport au coût de production, si on veut le faire en Europe et en particulier en France, c'est quand même compliqué. C'est d'autant plus compliqué aujourd'hui, à court terme, qu'on est dans une situation de pénurie. C'est-à-dire, en plus, donc, on a cette difficulté. Sur le fond, effectivement, on partage tout à fait le fait qu'il faut faire extrêmement attention à ce que le dispositif n'encourage pas encore plus l'arrivée de véhicules effectivement qui viennent de pays d'Asie à bas coût, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même essentiellement autour de ça. Alors, il faut pour ça aussi avoir des véhicules dont les batteries sont pas trop importantes, puisque le coût dans le véhicule électrique de la batterie est considérable, c'est ce que disait Laurent tout à l'heure, et pour ça rebondit sur l'autre sujet qui sont les infrastructures de recharge, parce qu'on pourra aller vers des véhicules pas trop coûteux, qui ont des batteries pas trop importantes, uniquement si on réussit à rassurer le consommateur sur le fait qu'il aura la possibilité de se recharger relativement facilement. Donc ça, c'est un point important. Beaucoup de choses, hein, réussir à lui en vendre, le rassurer. J'ai une question, j'ai pas répondu à... Mais je vous en prie, Francis. Concernant les concessionnaires. Oui. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire, d'ailleurs, vous? Pas du tout. Ça, soit Non. Ah non, pas du tout. Je vais répondre tout de suite. Par contre, qu'on travaille, nous, avec des banquiers avec lesquels on travaille habituellement, on ne va pas en citer un aujourd'hui, mais on en voit plusieurs. Non, il y en a plusieurs. On sait très bien que BNP, Financo, que Crédit Agricole ont lancé leur offre. Parce que vous savez qu'on vend pratiquement les 2/3 des financements sont vendus en concession. Donc, inévitablement, on ne peut pas s'exclure de ce que vous avez dit. Maintenant, ça passera par le système traditionnel du rapport avec le banquier d'une manière évidente. Hein, voilà. Alors, moi, j'ai quand même une question, Huguette, concernant la fiscalité. On est en pleine découverte du PLF, donc on est en pleine discussion parlementaire sur le sujet. On a le bonus écologique, hein, bien sûr, qui a été prolongé à 6 000 € jusqu'à la fin de l'année. Mais visiblement, il va redescendre, il va perdre 1 000 € en fait, au 1er janvier 2023. Donc, l'achat d'un véhicule électrique, le bonus sera 5 000 € en fait, contre 6 000 encore aujourd'hui. Et en fait, en France, on a toujours du mal à avoir une visibilité sur la fiscalité, savoir comment on va être mangé dans 6 mois, dans 1 an. En fait, ça change en permanence. Aux États-Unis, je prends juste l'exemple des États-Unis. Moi, j'étais assez frappée de la décision de Joe Biden il y a quelques temps. Bon, alors d'une part, il fallait effectivement avoir un véhicule dont la batterie et l'assemblage étaient prévus sur le sol américain, mais le bonus de 7 700 $, il est prévu pendant 10 ans. Au moins, ça, c'est une visibilité, c'est un accompagnement de filière, comme on peut le voir. Pourquoi en France, on n'est pas capable de faire ça? C'est quoi le problème, en fait? Le problème en France, c'est qu'on dépend aussi de la longueur du quinquennat des fois et que les engagements d'un président en place... on n'est pas tout à fait sûr qu'il y ait un relais 5 ans après. C'est sûr, mais Joe Biden, je pense qu'il ne sait pas non plus que dans 10 ans... Voilà, on a aussi un système financier qui s'appelle le budget qui est voté tous les ans. N'empêche qu'on a des éléments comme la programmation pluriannuelle de l'énergie, par exemple, qui dure 5 ans. Donc, au mieux, on peut donner une perspective aux constructeurs ou concessionnaires sur 5 ans. Maintenant, je pense que on a déjà commencé avec quelque chose, France 2030 par exemple, puisque ça va jusqu'en 2030, on pourrait aussi réfléchir à cette possibilité-là de pouvoir mettre en place des bonus sur, en tout cas, je dirais 5 ans parce qu'il y a plus de visibilité. Donc 10 ans, on n'est pas là d'y arriver, ça c'est sûr. C'est un peu compliqué, mais même... 3 ans. Voilà. Mais même cela, je pense qu'il faut vraiment en discuter avec les constructeurs, les différents acteurs pour trouver une formule qui fera qu'il n'y aura pas un veto de l'État en cas de changement de... Mais bien sûr, et qu'on arrête cette fiscalité mouvante chaque année et qu'on se demande à quelle sauce on va être mangé. En fait, je pense que la problématique qu'on a en France, c'est que sur beaucoup de choses qui sont censées nous aider à faire cette transition, ils sont à court terme. Et moi, en tant que chercheur, je me dis toujours que la moyenne, quand même, pour avoir des résultats, c'est 7 ans. Donc, il faudrait aussi que si les politiques veulent faire
veut investir dans l'écologie, qu'on prenne en compte cette part des sciences-là. Ça permettra à chacun d'avoir une visibilité, on avancera même malgré les crises. Parce que si c'est à court terme, à chaque crise, soit on arrête, donc on vient de baisser Bien sûr. les bonus, c'est sûrement parce que voilà, il y a beaucoup de contraintes budgétaires aujourd'hui. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord qu'il faut réfléchir et trouver une solution. Alors, on a hâte de vous écouter à l'Assemblée nationale, alors. Un petit point peut-être Oui. qu'on a oublié sur Oui. la question qui a été posée sur l'acceptabilité sociale, effectivement, par rapport à ce plan, c'est aussi la mise en place des zones ZFE. C'est-à-dire que là, ça vient renforcer encore une forme de risque de crise sociale qui est là. Donc, je sais pas quoi, mais c'est pas loin de 34-40%, peut-être 40% des voitures en 2024 qui seront exclues d'un certain nombre de centres entreprises. Donc ça aussi, c'est un sujet qu'il faut quand même prévoir un tout petit peu, les aménager, donner un peu de temps au temps, parce que si on fait pas cela, moi je crains effectivement qu'il y ait des gens qui n'acceptent pas. Mais moi j'habite une ville comme Reims, c'est très clair, qui a donné un peu de temps au temps pour pouvoir passer à supprimer les vignettes 4. Et on voit bien que déjà, alors il y a des interventions qui ne sont pas justes, mais on voit bien que le sujet est quand même important. Donc un peu de temps au temps, revoyons un peu ce qu'on a, l'essentiel, mais pas effectivement cette obligation systématique qui posera des vrais problèmes sociaux en France. Oui, moi, ce que je voulais rajouter, sur notre sujet du Fit for 55, c'est quand même assez incroyable ce qu'on demande à cette industrie automobile dans une période de temps extraordinairement courte. Et en plus, dans le contexte conjoncturel qu'on connaît à l'heure actuelle. On y va, on n'a pas le choix, on joue le jeu. Et d'ailleurs, on a des acteurs de qualité. De ce côté-là, on a des atouts. Et comme vous le rappeliez, on a en plus de l'électricité décarbonée en France, ça donne du sens à ça. Nous, ce qu'on dit quand même, c'est que face à ce défi incroyable, il faut qu'on protège notre industrie pendant cette période de profonde transformation. Vous citiez, aux États-Unis, effectivement, bonus électrique qu'on réserve globalement aux véhicules produits aux États-Unis. Honnêtement, ça pose des vraies questions par rapport aux règles de l'OMC, mais ils y vont. Bon, et nous, je pense qu'il faut qu'on fasse très attention au niveau de l'Europe, parce que c'est maintenant que les choses se jouent. On s'est battu aussi, mais on n'a pas pu réussir à ce stade à avoir vraiment satisfaction, à créer ce qu'on a appelé un peu des zones Green Deal. C'est-à-dire, on a des sites où il y a des investissements, mais absolument considérables à faire pour réinvestir dans les nouvelles chaînes de valeur. Pour ça, les industriels, ils vont choisir, en fonction des différentes localisations possibles, là où la compétitivité est la meilleure. Bon, ce sont les règles du jeu. Aujourd'hui, on a quand même des vrais questionnements sur la capacité à attirer suffisamment d'investissements par rapport à cette énorme transformation à réaliser. Donc voilà, nous on y va, on n'a pas le choix et je pense qu'on peut même être fier d'être plutôt une des filières qui va beaucoup contribuer aux baisses des émissions de CO2. C'est nécessaire, ça fait partie de nos engagements, mais attention, on est en train quand même d'avoir pris des décisions qui bousculent de façon incroyable un peu l'ensemble de nos partenaires, plus un certain nombre de sous-filières qui vont vraiment avoir des réductions très brutales d'activité, celles qui sont vraiment directement vers le thermique. Il faut accompagner ça de façon assez massive et exceptionnelle, je dirais, dans les 10-15 ans à venir. Et là-dessus, un point, plus la transition est rapide, plus l'impact sera fort. C'est ce que vous aviez notamment étudié, absolument. Et on avait dit qu'effectivement, il y aurait entre 50 000 et 80 000 emplois impactés en France, selon le rythme. Uniquement dans l'industrie, on ne parle même pas des services. Dans l'industrie et l'amont de l'industrie. Donc, plus on va vite, plus il y aura d'emplois impactés négativement par la transition. Alors, on a parlé du prix à l'achat du véhicule électrique, mais là où aujourd'hui il y a une nouvelle donne en fait, qui apparaît, c'est bien évidemment le prix de l'électricité, le prix de l'énergie tout simplement, pour la recharge. On a vu qu'il y avait des prix, notamment pour les recharges rapides, qui avaient flambé également depuis cette rentrée. Est-ce que la hausse du prix de l'électricité, justement, pourrait remettre en question le bon TCO d'une voiture électrique? TCO, c'est le coût d'utilisation de la voiture, bien évidemment. Est-ce que ce coût, en fait, rend moins favorable l'intérêt d'un véhicule électrique? Ça le rend moins favorable, mais pas forcément pour les raisons qu'on entend tous les jours. C'est pas tellement pour le coût d'utilisation. Parce que, comme le disait Marc, en fait, il y a un bouclier tarifaire. Donc, si vous faites vos recharges chez vous ou au bureau, d'ailleurs... C'est combien la recharge à domicile? C'est combien de pourcentage des recharges, en fait? C'est environ 80% entre le domicile et le bureau. Enfin, sur la route, en fait, sur des bornes libres, c'est environ 20%. Donc, la question est plus sur les bornes, effectivement, autoroutes, etc. Et là, d'ailleurs, le facteur principal n'est pas tellement le prix de l'électricité, c'est plus d'amortir l'investissement aujourd'hui.
Non, l'impact du coût de l'électricité est plus sur la production des véhicules, hein, et donc à travers les pièces très énergivores, donc en particulier tout ce qui est aluminium, forge, verre, etc. Les prix ont beaucoup augmenté. Donc dans un véhicule classique, nous, notre index matières premières était environ à 1 500 € par véhicule avant la succession des crises. Ça a doublé dans les crises, c'est un peu calmé, et là ça remonte en fait à cause du coût de l'énergie. Et pour le véhicule électrique, on était plutôt à 3 000, ça a doublé vers 6 000, et à nouveau ça a baissé et ça va remonter à cause des prix de l'énergie. Donc c'est plus la fabrication elle-même qui va être impactée, et la question de la durée en fait de ces prix élevés d'électricité se pose pour la production elle-même. Tout en gardant ce même écart de 40% par rapport à un véhicule thermique, ou bien cet écart va grandir? L'écart, pour l'instant, est à peu près stable. La question, c'est il y a plus de matières premières plus difficiles à se procurer dans le véhicule électrique par rapport au véhicule classique. Donc, il y a un risque, effectivement, que le véhicule électrique soit plus impacté à l'avenir que le véhicule classique. Le matériel, c'est les semi-conducteurs, c'est les composants électroniques, c'est les métaux rares, c'est tout ça? Je pense. Les métaux rares en particulier. C'est vrai qu'on a toujours eu un peu la logique de dire plus on va produire en masse, plus les prix baissent. Il se trouve que pour les batteries, c'est pas sûr du tout, parce que plus on a besoin de produire de batteries, plus on a besoin de ces matériaux dont l'extraction est quand même compliquée, etc. Et du coup, on voit bien qu'après une baisse assez spectaculaire du prix des batteries ces 15 dernières années, ça commence plutôt à remonter. Et quand on voit les projections qu'on a à 2030-2035, si vraiment l'ensemble des constructeurs atteignent les ambitions qui se donnent, c'est des multiplications absolument incroyables. Et je crois que voilà, une des difficultés, c'est qu'on ne maîtrise pas comment ces cours de matières premières vont évoluer. On est très dépendant pour ça à l'extérieur de l'Europe. Et c'est un vrai sujet. On dit la crise actuelle doit nous amener à accélérer notre sortie de la dépendance aux énergies fossiles. Très bien, mais attention, on est très clairement en train de rentrer dans une autre type de dépendance qui peut être largement aussi, je dirais, étroite et contraignante que précédemment. Les terres rares, justement. Dans le rapport, puisqu'on savait dès l'origine qu'il y avait cette dépendance-là, notamment en direction de la Chine, on avait préconisé l'Airbus de batterie qui a été mis en place au niveau européen maintenant et soutenu par le ministre de l'économie. Et l'idée, c'était aussi de favoriser le recyclage des batteries avec les producteurs de véhicules, encore une fois, parce que c'est une compétence qu'ils ont. Et d'ailleurs, dans l'Aveyron, il y a une entreprise qui s'appelle la SNAM qui fait très bien le recyclage aujourd'hui. Ils peuvent faire jusqu'à 70-75% de la valeur de la batterie, alors qu'au niveau européen, on est encore à 50% de recyclage des voitures. Ça veut dire que pour sortir de cette dépendance, la seule solution qu'on a au niveau européen, puisqu'on n'a pas encore... il y a des projets, mais on n'a pas encore d'extraction de terres rares au sein de l'Union européenne. Donc, compter sur ça pour en tout cas amorcer la transition. Et derrière, quand on a dit arrêt des véhicules thermiques en 2040, c'est que les véhicules thermiques aujourd'hui, on n'a pas dit qu'ils vont disparaître, mais ils vont se transformer pour fonctionner avec des carburants de quatrième génération. Voilà. Donc, ça veut dire que... Les biocarburants, par exemple? Voilà, les biocarburants, par exemple. Mais là où on a mis un bémol... sont pas tout à fait d'accord. Les biocarburants, ça change pas mal les choses. Mais... Enfin, les carburants alternatifs, il faut aussi trouver la bonne formule parce qu'il est hors de question pour moi de considérer que l'agriculture va servir à... Voilà. Ça, on ne pourra pas. Donc, ça fait partie des réflexions. Et aussi, les chercheurs nous avaient expliqué qu'aujourd'hui, c'est vrai, on avait des véhicules thermiques, mais que la recherche continue pour pouvoir diminuer les émissions et aussi la consommation au kilomètre. Donc, ce sont toutes ces alternatives-là qui font qu'on a dit à l'État, il faut laisser chaque constructeur continuer ses solutions tout en améliorant et tout en faisant la transition vers soit de l'électrique, puisqu'aujourd'hui, on va avoir les batteries de seconde génération aussi. Et ensuite, soit vers l'hydrogène ou... Voilà. La batterie solide, c'est une solution envisageable? C'est intéressant ou ça coûte... Il y a des travaux en cours. Il y a eu des annonces et finalement des retards. Oui. Mais elle devrait apporter effectivement beaucoup d'améliorations, en particulier sur le temps de charge, sur la sécurité, la densité, etc. Donc, mais on estime plutôt maintenant, plutôt vers la fin de la décennie,
l'arrivée massive du Donc, c'est fil pas de encore fer. pour tout de Et suite. c'est vrai qu'il y a beaucoup de progrès technologiques à venir, effectivement nécessaires, de toute façon, sinon on ne passera pas. C'est peut-être effectivement dépendre un peu moins du cobalt, par exemple, etc. La batterie, c'est quand même aujourd'hui à peu près 40% des émissions de CO2. C'est-à-dire, dans le choix qu'on fait de basculer vers l'électrique, on va beaucoup réduire les émissions, évidemment, à l'usage, progressivement, avec, pour les batteries, ce qui est très intéressant quand même, c'est l'efficacité énergétique. C'est-à-dire, en 2040, au niveau de l'Europe, si on arrive à suivre l'électrification prévue, on aura besoin de 3 fois moins d'énergie à la base pour faire rouler le parc de véhicules qu'aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que le rendement d'une batterie est très bon par rapport même à un moteur thermique qui est bien optimisé. Donc ça, c'est plutôt positif. Par contre, il faut quand même voir la contrepartie, c'est que la batterie elle-même, faut, en termes d'énergie, 200 à 300 fois plus d'énergie pour fabriquer 1 kWh de batterie à la base. Et du coup, ça va beaucoup dépendre de la façon dont c'est fabriqué. Et le recyclage va être un des aspects absolument majeurs, effectivement. On a plusieurs projets en France, effectivement, dont la SNAM. Bon, après, notre difficulté sur les batteries, c'est qu'il y a les gigafactories, donc là, on assemble les cellules, etc. Mais il y a tout l'amont. L'amont, c'est l'extraction. C'est d'ailleurs une grosse part des émissions d'ailleurs de CO2, de consommation d'eau, etc. Et après, il y a tous les aspects d'affinage, de raffinage. Et ça, c'est essentiellement en Chine aujourd'hui. Or, si on veut développer une industrie efficace en Europe de recyclage, pour éviter que les matériaux repartent, on a absolument besoin de créer toute cette chaîne en Europe. Et là, c'est un peu compliqué parce que autant en Europe, on veut des beaux véhicules propres, électriques, dits zéro émission, mais on n'a pas trop envie de voir chez nous les activités qui sont un peu moins propres, et pourtant qu'on aurait tout intérêt quand même à développer, parce qu'on les développera dans des conditions quand même mieux contrôlées que dans certaines régions du monde. Et c'est tout l'objet d'ailleurs du règlement batterie, qui vise à définir toute une série d'exigences autour de ça. Mais les défis sont considérables. Et quand on voit qu'il y a des projets en Europe, en Serbie, qui finalement ont été abandonnés parce que les populations n'en veulent pas, c'est une des difficultés qu'on a en Europe, c'est la cohérence de l'ensemble. Il y avait l'extraction de lithium dans l'est de la France et la France n'en veut pas non plus. Visiblement, ça a l'air très compliqué. Francis ? Il y a un petit point qu'on a oublié sur le coup électrique. Je voudrais simplement l'ajouter. En concession aujourd'hui, les questions qui étaient posées souvent sur les voitures électriques pour les plus grands rouleurs, c'était plutôt l'autonomie qui posait. Aujourd'hui, la question qu'on nous pose, ça va me coûter combien ? Combien va me coûter ma voiture électrique ? Parce que assez souvent, j'entendais dire oui, moi, ma voiture, c'est comme mon fer à repasser, je la branche la nuit, ça ne se voit même pas. Et je roule pas cher. Très bien. Ça ne va pas durer, cette affaire-là. Je crois qu'il y a des compteurs Dinky qui ont été mis dans toutes les maisons, qui vont détecter d'où ça vient. Moi, je crois qu'il ne faut pas mentir aux Français. Il ne faut pas mentir aux Français. Aujourd'hui, quand on fait un plein d'essence, 40 litres, c'est 40 € pour l'État. Si je fais un plein d'électrique, c'est quoi pour l'État aujourd'hui ? Mais il prendra pareil demain, voire plus. Il faut le dire aux gens. Ça, si on ne dit pas ça, c'est pas bien. La deuxième chose que je voulais noter, parce que je vais noter 3 petits trucs, sur la... Oui, je ne peux pas laisser passer ça. Sur le recyclage, que nos amis industriels fassent le boulot, je reprends. Je vous rappelle que le service de l'après-vente, c'est 60% des recyclages aujourd'hui par des entreprises qui se réindustrialisent, qui sont extrêmement performantes. Alors, on ne laissera pas faire uniquement, qu'on travaille ensemble. J'en ai discuté d'ailleurs avec nos amis de chez Renault, mais il y a la part pour tout le monde. Et si jamais on oublie un peu les professionnels qui font le boulot depuis tellement longtemps par rapport à ceux qui ne l'ont jamais fait, et on est capable de faire aussi en modernisant nos choses. Ça, c'est un point important. Puis, troisième chose que j'ai quand même notée, sur les hybrides et sur mon éthanol, parce que je suis quand même de la région de Reims. Bon. Il y a une étude qui est sortie dernièrement de l'IFPEN. La fameuse étude de l'IFPEN qui avait parlé de... On va pas revenir dessus, tu te rappelles, celle qui était importante. Bien. Et bien, elle a fait une étude de l'IFPEN en disant qu'aujourd'hui, une voiture hybride rechargeable à l'éthanol est beaucoup plus intéressante qu'une voiture 100% électrique. Et le démontre par... C'est pas moi qui le dis, c'est l'IFPEN. C'est pas inintéressant. Alors, c'est sûr qu'on ne peut pas revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est trop tard, c'est foutu. Mais ça prouve quand même qu'on a fait quelques belles conneries dans ce pays et en Europe. Ah, mais c'est clair que, par rapport à ce sujet-là, la réglementation européenne est uniquement basée sur les émissions à l'usage. Et donc, d'utiliser un carburant qui aurait des propriétés, notamment biocarburants intéressantes, effectivement, ce n'est pas pris en compte. Et on sait très bien aujourd'hui que d'aller décider de mettre que du tout électrique, par exemple, dans certains pays comme la Pologne, où l'électricité elle-même est extrêmement carbonée, ça n'a pas de sens. C'est vrai que c'est dommage par rapport à ça.
Nous, on a beaucoup plaidé pour raisonner en ce qu'on appelle analyse de cycle de vie, d'avoir un peu l'ensemble de la vision. Malheureusement, tout ça paraît un peu complexe. Tous les pays européens n'ont pas tellement intérêt à cette approche qui, finalement, met davantage en valeur l'atout que nous avons en France, hein, qui est cette électricité décarbonée. Mais c'est vital. Moi, je ne crois pas que les gens vont adhérer à cette transition qui va nécessiter quand même beaucoup d'efforts de tout le monde s'il n'y a pas de la cohérence. Et si, globalement, on n'en arrive pas, effectivement, à des réductions d'émissions de CO2 et non pas des transferts d'un endroit à l'autre. Donc, effectivement, c'est un point qui est fondamental. Juste, je rebondis sur... et je vous donne la parole tout de suite après, parce que c'est une question pour vous, justement. On évoquait 40 € de carburant, c'est 40 € qui vont... plus ou moins dans les caisses de l'État. On sait que la TIPCE ramène environ 37-38 milliards d'euros chaque année au budget de l'État, ce qui n'est pas une mince affaire, hein, j'allais dire, surtout en ce moment où les contraintes budgétaires sont quand même importantes. Qu'est-ce qu'ils vont devenir ces 38 milliards? Où est-ce qu'on va les récupérer? Alors, le TICPE, ça fait partie des conséquences justement du passage à l'électrique. Ouais. Parce que c'est une taxe sur les carburants fossiles, on va dire. Et aujourd'hui, sur les 38 milliards à peu près, il y a 45% qui vont dans le budget de l'État et 33% chez les collectivités. On n'a pas encore... au moment où on avait fait le rapport, on a bien dit à l'État il faudrait réfléchir à comment on compense ces 37 milliards, puisque d'ici 2040, ce sera à peu près 500 milliards d'euros, selon l'évaluation de l'IFPN, puisque c'est eux qui ont fait la partie prospective du rapport. Donc, cette question-là, on en a évoqué un peu lors du PLF dernier, mais à ce jour, il n'y a pas une solution stable. Aujourd'hui, elle existe parce qu'elle va continuer à baisser jusqu'à ce qu'on atteigne 2040, puisque d'autres solutions vont émerger. Peut-être que d'ici là, il y aura... je ne sais pas, il y aura peut-être des solutions qui permettront de compenser ces finances-là, mais je pense aussi que comme la Première ministre parle de planification écologique, je ne doute pas qu'il y ait des travaux dans ce sens pour essayer de trouver une solution de comment on fait pour compenser la partie. Et je voulais revenir sur le volet social. Là, dans notre discussion, on a plus parlé des véhicules neufs en location. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il y a des véhicules seconde main à batterie qui sont à bas coût et qui bénéficient aussi Qui sont surtout en location également. Voilà, qui sont surtout en location et qui reviennent moins cher. Et je sais qu'en ruralité, il y a beaucoup de gens qui vont vers ces solutions-là aussi. Donc, il y a ce que l'État va faire, mais il y a aussi des astuces que les concessionnaires mettent à disposition de nos concitoyens. Sur la taxation, certains pays qui sont assez avancés dans l'électrification, comme la Norvège, ont commencé à être créatifs. Oui. Et donc, il y a eu des projets, par exemple, de taxation au kilomètre des véhicules propres pour justement remplacer les taxes sur l'essence. Donc, on verra comment ça va tourner, mais je pense que l'inspiration viendra d'autres pays. Je n'ai pas de doute que... On verra bien qui va payer, c'est toujours les mêmes. Ça ne changera pas. Il y aura des solutions. Sur la Norvège, on en a évoqué dans le rapport, puisqu'on était allé les voir. Mais quand on avait commencé à discuter niveau français taxé au kilomètre, on n'a pas eu trop de succès. Mais ça va peut-être venir. Peut-être un mot, disons, sur ces sujets-là. C'est-à-dire, on voit que là, sur les 5 dernières années, on a réussi à peu près à multiplier par 5 les ventes de véhicules électriques. On arrive à peu près aux 12% aujourd'hui, malgré la crise. Full électrique, 100% électrique. Voilà. Ça se tasse un peu quand même. Ce qu'on voit aujourd'hui, exactement, ce que je voulais dire, c'est qu'attention, ça commence à se tasser. Et qu'est-ce qu'on entend? On entend effectivement, le prix de la recharge à domicile, ça reste très intéressant. Mais effectivement, je pense qu'on va rentrer dans une ère où le prix peut être du simple au décuple sur le coût de la recharge en fonction des usages et des endroits où on se recharge. Il y a ça. Deuxièmement, on entend dire, RTE dit la semaine dernière, faudrait bloquer les bornes de recharge électriques dans certains endroits de telle heure à telle heure. Pour éviter attention à tous les messages qu'on est en train de passer. Pour moi, on a des constructeurs à qui on a imposé finalement une trajectoire extrêmement violente d'aller vers les ventes de véhicules électriques, plus de 50% largement en 2030 pour tenir les objectifs. C'est considérable. Ils s'organisent pour le faire, mais attention, parce que je ne pense pas qu'il faut considérer que parce qu'on a réussi le point de départ, y compris avec le Covid et autres, que c'est gagné
pour les années à venir. Parce que là, on commence à voir quand même beaucoup d'éléments. Si c'est pas gagné, comment ça se passe? Alors, si c'est perdu, qu'est-ce qu'on fait? Je vous pose la question. Ouais, moi, c'est moi qui me pose. C'est Qu'est-ce qu'ils vont faire, nos industriels? c'est pour ça que les infrastructures de recharge, on a vu, il y a une étude, On va en parler. 500 milliards d'euros d'investissement à faire en Europe, parce que ce n'est pas seulement les bornes elles-mêmes, mais c'est aussi l'approvisionnement. D'où en 50 électricité. milliards pour la France, hein, c'est 10%. Voilà, donc c'est des défis absolument considérables. Moi, j'alerte simplement sur le fait qu'il faut qu'on ait une vision cohérente de l'ensemble, et attention aux discours qui peuvent donner un peu des contre-messages aussi par rapport à cette volonté, effectivement, et on est complètement dedans, de réussir cette transition, parce qu'encore une fois, on n'a pas le choix. Le quoi qu'il en coûte est terminé. Absolument. Le coût de l'argent va être énorme. On ne va pas trouver 30 milliards là, 50 milliards là, 80 milliards là, Voilà. dans une situation où maintenant on devient raisonnable. Voilà. Moi, je ne sais pas où on va là. Mais il faut voilà. C'est vrai que les constructeurs automobiles auront fait leur travail. L'offre de véhicules électriques est quasi pléthorique, et elle continue d'augmenter et couvre la plupart des segments, sauf les segments d'entrée, on en a parlé, à quelques exceptions près. La question est quand même celle de l'infrastructure de charge, parce que quand on parle aux acheteurs, c'est quand même une de leurs inquiétudes. Même si c'est que 20% des recharges, il faut pouvoir se recharger pour pouvoir aller un peu plus loin que les 40 km en moyenne que l'usager fait chaque jour, donc le week-end, les vacances, etc. Et en fait, le problème, c'est que l'infrastructure de charge, donc effectivement, il manque pas mal de milliards, ça dépend des études, n'est pas très rentable aujourd'hui. Ce n'est pas un investissement rentable. Une des questions... C'est pour ça qu'on n'avance pas, en fait, et qu'on n'est toujours pas aux 100 000 bornes. Des raisons, effectivement. J'ai l'impression que ça fait 2 ans qu'on doit être à 100 000 bornes en France et qu'on y est à 50, en fait. Les gens ne se précipitent pas, les investisseurs... Celles qui sont en panne, en plus, on tombe à 40. Et une des raisons, en fait, c'est le lissage de l'utilisation dans la journée. Ouais. Les gens se rechargent tous, au moins en France, en Chine c'est un peu différent, au même moment, donc le matin et puis le soir en rentrant du travail, ou sur le chemin. Donc les bornes sont peu utilisées, la charge n'est pas lissée, et donc les retours sur investissement prennent 10-15 ans en réalité. Sans compter les questions de maintenance qui sont souvent sous-estimées, et donc il y a plus de 20% des bornes aujourd'hui en France qui sont hors d'usage. Donc il y a beaucoup de travail pour trouver les bons investisseurs et leur garantir en fait un retour sur investissement correct, afin que cette industrie-là, puisque c'est une industrie, soit rentable et donc puisse atteindre ses objectifs rapidement. Nous, ce qu'on souhaite, c'est notamment Enedis, qu'il puisse anticiper les investissements à faire pour apporter la puissance électrique nécessaire dans les lieux qui sont identifiés. Parce qu'il y en a pour éventuellement 2 ans à certains endroits où il faut des nouveaux postes électriques parce qu'il n'y a pas la puissance nécessaire. Ça, il faut qu'on arrive à l'anticiper pour qu'ensuite, quand il y aura les demandes de raccordement, on ne mette pas 2 ans pour pouvoir le faire. Ça, c'est un premier point. Et l'autre grand sujet qu'on a à l'heure actuelle, c'est les copropriétés, qui reste un sujet majeur puisque le nombre de copropriétés équipées est extrêmement faible encore aujourd'hui. Ça reste très compliqué. Quand les expériences qu'on a tous, d'expliquer en assemblée générale effectivement les différentes options possibles, c'est très laborieux, on a toujours des questions supplémentaires et du coup, on reporte d'un an en un an. Et c'est vrai que là, il y a une absolue nécessité d'accélérer l'équipement des copropriétés pour pouvoir effectivement toucher dorénavant un nombre beaucoup plus large de personnes. L'AVER a mis en place aux côtés de Mobiliance justement un déploiement de bornes de recharge chez les professionnels. Où on en est aujourd'hui? C'est un dossier qu'on a mené d'ailleurs avec l'AVER et au ministère de l'Environnement. Donc Mobiliance a obtenu une somme de 30 millions pour pouvoir permettre... Alors, l'idée c'est quoi? C'est de faire en sorte que nos professionnels, et notamment dans le maillage géographique le plus disséminé, puissent assez rapidement disposer de matériel de recharge. Il est clair que dans ce cadre-là, Mobiliance fait l'étude de se mettre à la place des gens qui sont susceptibles d'investir, qui individuellement, un carrossier dans le Lot ou dans nos régions n'aura pas la possibilité, soit d'abord de faire le dossier, de l'instruire, d'acheter, voilà. Donc ça, c'est une idée qu'on a eue pour monter un peu ces bornes. Et on vient de commencer le déploiement et on a de bons succès. Ça, c'est pareil, c'est très onéreux au niveau de l'investissement. C'est compliqué ce que vous on retrouve à peu près la même idée qui est là. C'est-à-dire qu'avec l'aide financière qui est là, en définitive, c'est le plan de l'AVER, sur lequel le plan que nous avons obtenu permet, dans les cas à avoir, d'avoir 20 ou 30% supplémentaires d'aide financière. Et on a obtenu aussi, j'en parlais tout à l'heure pour nos distributeurs de carburant, toujours dans nos campagnes, parce qu'on est là aussi, d'aider effectivement ces distributeurs à se moderniser, notamment pouvoir mettre en place des bornes de recharge rapide,
pour pouvoir effectivement, d'abord, les servir sur les gens qui en auront besoin. Et ça, c'est un coût aussi important. Donc, on a obtenu là de nouveau une somme assez intéressante, de 15 millions d'euros à destination de l'ensemble des petits pompistes, des petites stations pour s'équiper dans les soins. Ça, c'est un point, à mon avis, très positif. Ça ne répond pas au quantitatif, on est bien d'accord, on est loin de ce que vous avez dit. Mais ça, pour nous, pour nos métiers à nous, voilà, ça veut dire et puis l'idée, c'est que tout le monde s'y met, quoi. Voilà, mais il y aura dans un village, il y aura possibilité d'avoir une borne de recharge rapide. Voilà. Alors, il y a un autre point intéressant parce que au moment, dans le rapport, on avait eu un sujet avec les chefs d'entreprise, puisque aujourd'hui, vous avez parlé des professionnels, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui mettent à disposition des véhicules de fonction électrique. Et l'idée qu'ils nous ont soumise, c'était de dire, nous, on fait ça, mais on aurait pu aussi le faire en partage avec nos salariés, c'est-à-dire mettre à disposition des salariés qui ont des véhicules électriques. Et le problème qu'on a eu, c'est que l'URSSAF a posé le sujet du... Voilà, est-ce que c'est un don en nature? Est-ce que... Mais après, les salariés ont tous des cartes, enfin, qui ont une voiture de fonction ont tous des cartes carburant, qui sont considérées effectivement comme un avantage en nature. Et en fait, il faut tout simplement que le salarié à domicile puisse avoir une carte qui lui permet de switcher entre sa consommation personnelle et la consommation professionnelle. J'en viens à ma question justement parce que c'est une partie effectivement du problème. En France, il y a environ une recharge, une borne en tout cas, pour 14 véhicules. En Chine, on est à une prise pour 3 véhicules. Donc, je vous dis juste ça, c'est des chiffres que j'ai trouvés il n'y a pas très longtemps, donc je voulais partager ça avec vous. Nous, en France, en fait, on a une panoplie de cartes de recharge différentes. À chaque fois qu'il y a une borne, il y a une nouvelle carte, en fait, différente. On n'est pas capable de payer avec une carte bancaire. Quand est-ce que la France va enfin simplifier le système de paiement et de recharge dans les villes, sur les autoroutes, chez les professionnels, où on ait un seul système de paiement universel? Ben, ça, c'est encore un travail à demander à tous les acteurs pour qu'ils puissent s'entendre là-dessus. Mais on avait eu la réflexion au niveau, par rapport à l'Europe, ça veut dire que quand je quitte la France déjà et que je vais dans un autre département, ce n'est pas toujours les mêmes prises. Donc, il me faut des accessoires pour pouvoir recharger. Et en passant d'un constructeur de bornes à l'autre, c'est aussi que la recharge pose problème. Je pense qu'il faut simplifier parce que si on veut que les citoyens adhèrent à ces technologies, il faut aussi que ça soit un peu plus facile. Et aujourd'hui, avec toute la réglementation qui est imposée au niveau des cartes bancaires, je pense qu'on est largement capable de trouver une solution avec les banques. Alors, on a un règlement européen qui se discute dans le cadre de Fit for 55 et qui, d'ailleurs, le Parlement européen porte une ambition assez forte qui correspond un peu à ce qui est nécessaire. Après, il y a le règlement, après, il y a la réalité. Pourquoi on n'y arrive pas? En Chine, il y a un côté extrêmement planifié. C'est vrai. Et c'est vrai que ce qui est impressionnant, c'est de voir que le nombre de bornes de recharge rapides par rapport au nombre de véhicules est 5 fois plus élevé, effectivement, en Chine qu'en France. Donc, on voit bien que par rapport à ce que disait Laurent tout à l'heure sur le fait qu'il y a un vrai problème de modèle économique, parce que ce n'est pas très rentable, c'est sûr que le fait de planifier tout ça et d'avoir une approche assez étatique, évidemment, a pu permettre sans doute ce déploiement en Chine. Aujourd'hui, ça bouge, clairement. On commence à avoir de plus en plus d'acteurs qui se positionnent, mais on est quand même dans une approche plus libérale, où c'est toute une série d'acteurs qui se positionnent. Alors, notamment, un des domaines qui se développe bien, c'est toutes les grandes surfaces, qui proposent effectivement de mettre à disposition des espaces parce que c'est aussi intéressant pour eux, comme d'ailleurs les stations-service qui se sont développées dans les grandes surfaces. Donc ça va effectivement se développer, mais ça ne va pas assez vite, très clairement. Et effectivement, cette question de compatibilité, d'avoir de plus en plus, on va aller vers des possibilités de payer en carte bleue. Tout simplement, la difficulté, c'est qu'on voit bien qu'il y a des modalités d'abonnement qui permettent d'avoir des tarifs intéressants, et il y a des modalités où on paye au cas par cas. Et là, le coût peut être beaucoup plus cher. Voilà. Donc, c'est un peu tout ça qu'il va falloir. Mais on est encore un peu au début. Sauf que, vu l'accélération qu'on a demandé dans cette transition, il faut vraiment que ça accélère très fortement. Les constructeurs, quelque part, ont répondu individuellement à ce genre de situation. Moi, je vois bien les marques que l'on a. Donc, Ford a sa marque. Ce qui fait qu'à un moment donné, il y a cette diversité qui se met en place. Et le client, aujourd'hui, il achète un véhicule, il va se déplacer dans différents endroits. Il ne va pas aller obligatoirement chez son concessionnaire ou dans sa marque. Donc, il y a un véritable sujet. Je crois que le point essentiel, c'est ce qu'a dit notre ami, c'est le coût de l'investissement énorme.
si on parlait d'hydrogène et qu'on parle, moi j'ai essayé de faire une station hydrogène pour prendre un petit peu d'avance sur ça, tout le monde, c'est c'est totalement impossible. Je veux dire, oui, aujourd'hui, c'est un vrai sujet. Ça. Très élevé. Et puis de toute façon, si dans 5 ans on décide de passer à l'hydrogène, si j'ose dire, ce sera trop tard, puisque de toute façon, on aura mis tellement d'argent dans l'infrastructure de recharge électrique et d'ailleurs dans les véhicules électriques que changer de technologie pour les véhicules légers devient impossible. Donc il faut savoir qu'une fois que c'est lancé, parce que l'industrie a quand même investi, donc on dit 500 milliards en R&D pour le moment sur les véhicules électriques. On ne peut pas refaire ça sur une autre technologie, c'est pas possible. Donc, par contre, pour les véhicules lourds, effectivement... Oui, alors sur les camions, on n'a pas parlé beaucoup de VI, mais là, je crois qu'il y a des sujets sur lesquels il faut qu'on voit. Mais c'est vrai qu'on ne reviendra pas en... Enfin, c'est comme la revoyure en 2028. Une fois qu'on a passé le cap, on est parti, quoi. Maintenant, ça ne s'arrête pas comme ça, quoi, la TGV de l'industrie. Pour compléter sur les bornes, là, dans la loi climat et résilience, on avait mis l'obligation pour toutes les industries qui construisent de nouveaux bâtiments de prévoir de la place pour les INR. Donc, je pense aussi que les bornes ont leur place. Et il y a le plan de rénovation aussi que le Parlement a voté, pour lesquels les copropriétaires, puisqu'ils seront obligés aussi de faire de la rénovation s'ils veulent continuer à louer leurs bâtiments. Donc, ce sera aussi l'occasion de remettre des bornes électriques, espérons, un peu partout. Alors, le Fit for 55, le plan de la Commission européenne, envisageait bien sûr aussi le déploiement de nouvelles solutions de mobilité. Je pense bien sûr au covoiturage, à l'autopartage, des mobilités douces comme le vélo. Ça a été largement mis en avant également par les parlementaires européens. Mais il y a une problématique parce que ça fonctionne bien en ville, en fait. On est d'accord, à Paris, à Lyon, à Marseille, tout ça. On arrive à trouver des trottinettes, des vélos, du transport en commun. On a un petit peu une métro... un tramway. À Reims, Francis Bartholomé, comment ça se passe? C'est plus compliqué, non, peut-être, de trouver des solutions multimodales? Non, mais on a aussi des mobilités très douces. À Reims, c'est mobilité active, la marche, le vélo, il y a des choses. Donc, je crois qu'il y a un plan qui avait été fait, qui vous voyez pas, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les forfaits mobilité durable. Oui. Ça, je crois que c'est un point qui a été mis en place. Voilà, ça touche les entreprises. Il y a des choses qui se font avec l'entreprise. Il n'y a pas de sujet par rapport à ça. Je crois que c'est un des points importants. À la limite, si on ne demande pas aux entreprises de payer le 1%, plus ceci, tout nous coller sur le dos, ça ne va pas le faire. Mais si on est raisonnable, on sera des gens raisonnables. Et on sait très bien que par l'entreprise et le déplacement, travail, maison, on est capable de le faire. Mais surtout, ne nous empilez pas tout ça avec des coûts extrêmement importants. On va pas revenir sur les charges des entreprises, c'est pas le sujet. On fera une autre émission, Francis. On fera une autre émission sur le sujet. Voilà. Mais je crois beaucoup à ces forfaits modulables. Voilà. Oui. Et puis les hubs de connexion. Enfin, je pense que dans les territoires, à Reims, il y aura un hub de connexion. Il y a des villes où on le fait maintenant. Non, mais les bonnes idées seront là. Il y a du bon sens à tout ça. Il y a des possibilités. Il faut rester optimiste quand même. Absolument. Je le suis. Nous arrivons donc au terme de cette nouvelle émission. Rendez-vous le 20 octobre pour une émission du Journal de l'Automobile sur les nouvelles mobilités. Le 25 octobre pour une émission du Journal des Flottes sur la définition de la car policy. Et début 2023, bien sûr, pour une nouvelle émission du Club Trajectoire Durable. Merci.